Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 16h03. On est en direct. Ça cocotte là, oh là là. Un truc de dingue. Ah non mais on est chez Sephora. Je vous explique. On a mis un petit peu de parfum dans le studio. Non. Oui, je me suis un petit peu... L'animateur. Je me suis un petit peu parfumé. Avant l'émission, j'ai mis ce qu'on appelle un parfum de cheveux. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. C'est magnifique. Bah oui, c'est du parfum de cheveux, c'est exceptionnel. Ok. Franchement, c'est incroyable. Et le spray sur votre visage, c'était pourquoi ça? Pour rafraîchir mon visage, j'ai mis une espèce de d'eau rafraîchissante. D'accord. Pour ça que là, je suis luisant. Mais je vais. Vous avez mis 3 liquides différents. Oui, j'ai mis 3 liquides différents, exactement. Bah oui, prends soin de lui, je prends soin de moi. Vous savez, je dépense encore mon argent tant qu'il en est encore temps. Parce que vous avez vu l'annonce du Premier ministre. Michel Barnier va augmenter les impôts. Ce qu'il a dit. Alors, on va vous expliquer tout ça dans un instant. Gauthier Lebray, j'espère que vous avez toutes les infos. Merci d'être là déjà. Avec plaisir Cyril, c'est un Merci plaisir. d'être là, vous êtes vraiment bien sympa. On a Olivier d'Artigol qui est là, bien entendu. Ça vaut le coup. Très sympa, bonsoir. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. C'est quoi Ça va bien Olivier? Bonjour. Bien. Merci. Valérie Bédaï-Bella. Bonjour à tous. Éric Ciotti viendra nous voir entre 17h et 18h. Il sera là avec nous, le président de l'Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Il sera avec nous. On a beaucoup de questions à lui poser. Vous pouvez lui poser des questions d'ores et déjà d'ailleurs. N'hésitez pas. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Et il est là avec nous, bien entendu, Fabien Lecoeuvre, qui a une info de fou pour dans un instant. Et pour ce soir d'ailleurs aussi à la télé, il a 2 infos de fou. Mais pour le moment, il va nous parler de quoi? Bon, on va parler tout à l'heure de Calogero, Puff Daddy, on va vous parler de Cindy Crawford et de Céline Dion. Ah, Céline Dion. Très important pour Céline Dion. D'accord. Mais j'en ferai qu'une partie là ici. Ah, d'accord, vous allez en faire une partie ici, une partie plus Et tard. une partie ce soir. c'est pas mal. D'accord. Putain, il est fort. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Bah oui, maintenant ouais. il est en partie. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, oui, je vous le confirme, d'Artigol. Bon, les chéris, ça y est, ça vient de tomber. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. La confidence choc de Gérald Darmanin, on l'a appris dans l'après-midi. Il souhaiterait avant tout augmenter les impôts pour les personnes les plus aisées, et les personnes profitables. Et les entreprises profitables. Oui. Alors déjà, c'est Gérald Darmanin, vous l'avez dit, qui fait fuiter ça, enfin qui dit ça aux députés Ensemble pour la République, anciennement Renaissance, en réunion de groupe, et puis ça fuite dans les colonnes du Parisien. C'est un acte d'autorité de l'actuel ministre de l'Intérieur. On le sait, il veut rester au gouvernement, il veut aller au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire aussi à Michel Barnier, je serai plus utile à l'intérieur. Dehors, je peux être libre. Dehors, je peux dire ce que je pense de la politique que vous mènerez. Et en annonçant cela aux députés, Gérald Darmanin a dit très clairement qu'il était contre une hausse d'impôts. D'ailleurs, les députés Renaissance macronistes le sont aussi. Depuis 7 ans, s'il y a bien une chose qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, c'est augmenter les impôts. Il s'est toujours tenu à cette ligne, on n'augmente pas les impôts. Et puis un commentaire de décryptage politique pur. On avait un Premier ministre de droite. On s'attendait à des mesures fortes sur la lutte contre l'immigration, sur la lutte contre l'insécurité. La droite n'a pas gouverné depuis 2012. Non, la première mesure concrète d'un Premier ministre de droite, c'est augmenter les impôts. C'est à contre-courant total. Les Républicains vont accepter d'aller augmenter les impôts sur les entreprises et sur les particuliers les plus aisés. Déjà, il faut... Qu'est-ce que c'est qu'un particulier aisé? Il faut qualifier, ça veut dire quoi? C'est à partir de combien Est-ce que on c'est est comme plus aisé? le disait le président Hollande, 4 000 € ou est-ce que c'est plus? Alors, est-ce que alors justement, zézé, ça veut dire quoi? Est-ce quelqu'un de zézé? Est-ce que c'est pour moi, à mon avis, je pense que c'est 5 000 euros. Bah écoutez, il faudrait avoir une précision. Est-ce que c'est zézé? C'est on très peut jouer au zézé, juste prix, mais ça serait bien que le Premier ministre et son entourage le disent en tout non, cas. mais c'est très grave, c'est très grave. On a aussi appris que certains élus républicains proches de Michel Barnier voudraient le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ouais. Voilà, l'ISF, il paraît que voilà, c'est plébiscité par les Français, paraît-il. Vous êtes pour vous, d'Artigol? Ça oui. Monsieur Barnier, après sa nomination, a déclaré qu'il était disponible pour de la justice fiscale. Donc il faut voir ce qu'il en est. En tout cas, Cyril, depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes de France, qui aujourd'hui cumulent à elles seules 1200 milliards, ont plutôt eu des années profitables. Donc il y a vraiment, sans avoir le couteau entre les dents, sans vouloir tout ratisser, il y a quand même un problème de répartition de la richesse entre le capital et le travail aujourd'hui. Les salaires sont pas très élevés. Le capital, lui, a fait de bonnes opérations sur les dernières années. Est-ce qu'il y a un peu de gras à prendre quelque part chez des gens d'ailleurs qui pourraient, certains le disent, faire un peu plus sur la solidarité nationale et ça serait indolore pour elles. Elles ne s'en rendraient même pas compte. Il y a un petit sujet quand même de justice fiscale dans ce pays. Vous voyez, je pousse pas les feux trop loin.
Mais non, je dis vous les poussez pas trop loin. mais je dis qu'il y a un peu de Ils les poussent pas trop loin, les gars. Il y a un peu de grain à moudre. Alors, il y a un peu de grain à moudre. je vois Gauthier Lebray là qui est tout. Non, mais non. Tout griffe dehors. Là, qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes d'accord ou pas? Avant, les Républicains, effectivement, il y a un sujet, il y a 3200 milliards de dettes, il y a un sujet. Mais avant, quand les Républicains voulaient réduire la dette et le déficit, ils disaient il y a trop de dépenses, faut réduire les dépenses. C'était pas faut augmenter les impôts. La droite n'a jamais été sur cette ligne-là. Et la droite, qui n'est pas au gouvernement depuis 2012, comme première mesure qui fuite dans la presse, alors malgré Michel Barnier, mais enfin, il a quand même fait le choix d'en parler à de nombreux interlocuteurs. La première mesure hyper concrète, c'est pas sur l'insécurité, c'est pas sur l'immigration, c'est pas sur la réduction des dépenses publiques. Non, c'est sur une augmentation des impôts. Enfin, il y a quelque chose qui cloche dans le logiciel. Je sais que plus personne n'est vraiment de gauche ou vraiment de droite. On a maintenant Dominique de Villepin qui se fait applaudir à la fête de l'humain. Toutes les cartes sont brouillées, plus rien ne veut rien dire. Un homme de gauche peut être de droite et un homme de droite peut être de gauche du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts. C'est un fichoir. C'est un énorme bordel. C'est un fichoir. Un fichoir. Un gros fichoir. Et on aimerait y voir plus clair. Alors, s'il vous plaît, on a des auditeurs en ligne. Oui, il est en colère. Il est en colère. Mais bon, on peut le comprendre. Il est pas bien. Il a acheté une veste en velours côtelé. Il a acheté une veste en velours côtelé exceptionnelle. Il est pas bien. Vous m'avez acheté une veste en velours côtelé. Elle est belle. Elle est très belle. Il est 16h09 sur Europe 1. On a Antoine avec nous. Allô Antoine? Oui, bonjour. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où? De Nantes. Non, j'adore. Quelle belle ville. En revenant de Nantes. C'est qui lu? Ouais, j'avais une amie là-bas. Lulu la Nantaise. Exactement. Lulu la Nantaise, ouais, c'est vrai. Et je connais, on s'entendait très bien, sachez-le. Elle m'appelait, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Antoine, faites quoi dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. J'adore. Alors, on est comment sur l'immobilier, là, sur Nantes, là? On est dans la merde. Il est cash. Non, c'est vrai. C'est quoi, ça quoi? C'est la cata, là? Il n'y a plus de transactions, là? Non, il n'y a plus de transactions, les prix sont trop chers. Ah ouais, je sais. La machine est en panne dans tous les sens du terme. Mais ce que j'ai... Alors, petite parenthèse, pour les auditeurs, il est 16h10. J'ai l'impression quand même que ils veulent pas baisser les prix, les propriétaires. Ils veulent absolument garder leur truc, ils veulent pas baisser les prix. Ouais, c'est pas faux, mais... Donc le marché est figé, le marché est figé. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les gens, il faut aussi qu'ils fassent aussi le deuil de leurs projets initiaux au départ où on avait des taux qui étaient bien sûr. Des très très bas, des 1, 2, maintenant qu'on fait des taux entre 3 et 3,5. Le projet qui était initial d'acheter son T5, il passe en T3+, et puis voilà, donc ça change carrément la donne, quoi. Je sais, là, j'ai bu un petit coup, là, Antoine, j'étais pas bien. Mais pour oublier tout ça, mais bon, là. Entre ça et les impôts, ça lui a mis un coup. C'est de l'eau, J'espère que c'est de l'eau. Je suis pas bien, là. J'ai pris un petit pulco, là. J'étais pas bien. Antoine, non, c'est un petit peu d'eau, vous inquiétez pas. Antoine, dites-nous tout sur. Alors, les impôts, alors, c'est une bonne blague, quand même, ça. Non, mais c'est une blague. En fait, Monsieur Barnier, il est très bien. Voilà, je pense que c'est un des rares hommes d'État qui reste encore en France. Mais il faut pas qu'il touche aux impôts, quoi. C'est-à-dire que j'ai entendu dire qu'il voulait augmenter la TVA à 22%. C'est de la folie. Je pense que très certainement, moi je suis parti de la classe moyenne plus, on va dire. Ouais. Mais aujourd'hui, on fait attention à moindre dépenses. Donc je pense qu'il y a suffisamment de millefeuilles administratifs, toutes les subventions qui sont distribuées, arrosées auprès des uns et des autres, alors qu'on devrait faire du ciblage. Voilà des vraies pistes d'économie. Moi, ce que je pense, Antoine, moi je pense, après je peux me tromper, je pense qu'il va cibler les ultra riches. Je le sens comme ça. J'espère. Moi je le sens comme ça. Je vous le dis. Après, je sais qu'il y a Gauthier Lebray qui me fait une gueule. C'est quoi ultra riche? Non, mais voilà la question. Ultra riche. Moi je pense ultra riche. Ultra riche, c'est Fabien Lecoeuvre. Non. C'est toi. Non, mais Antoine, je raccroche tout de suite. La radio Europe 1 passe sous un tunnel, Antoine. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le sens comme ça. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi l'entourage du Premier ministre ne parle pas d'ultra riche au lieu de parler de Français aisés? Parle de particuliers aisés. Pourquoi il parle de particuliers aisés dans ces cas-là? Alors moi si c'est parce que aisé, ça veut rien dire. On est d'accord. C'est bien, aisé, ça veut rien dire. Antoine, il nous a dit qu'il était voilà. Est-ce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui est aisé de profession libérale? Aujourd'hui, je pense que les médecins, c'est pas des personnes aisées. C'est pas aisé. Je suis désolé, je suis d'accord avec vous, mais je pense que s'il considère qu'un médecin c'est aisé, non. Voilà. Oui, mais toute la question va être la définition de ce terme. Moi, je pense que s'il veut taxer les ultra riches, D'Artigol est d'accord avec moi, on est plutôt d'accord. Et les entreprises qui font énormément de profits. Énergéticiens, par exemple, la rente qu'ils ont touchée. Ouais. Il y a quelque chose à faire.
Non mais ils ont trop pris sur la crise énergétique. Aisé, il faudrait qu'on sache ce que ça veut dire. Ouais, aisé. Bien sûr. Tout est là. En fait, voilà. Donc c'est quoi zézé, Antoine? Mais la question, est-ce que la question, c'est pas plutôt de dire, ok, on va augmenter les impôts auprès des tranches aisées. Pour moi, je pense que c'est les Bernard Arnault et ainsi de suite. Voilà, les Leclerc et compagnie, ceux qui sont très très aisés. Ouais. Effectivement, eux, il faudrait qu'ils contribuent plus. Oui. Mais moi, je pense que avant de taper ces gens-là qui font de l'emploi, oui. ils sont là aussi à créer de l'emploi pour tout à chacun. C'est plutôt taper que l'État fasse ses efforts à eux sur ces millefeuilles qu'on a, les agences à ne plus savoir quoi faire à gauche, à droite. Vous avez vu comment ça a coûté la dissolution? Oui, comment ça a coûté la dissolution? Plus de 20 millions d'euros. 28. Mais tout, honnêtement, 25, ok, les JO, là, avec encore dimanche dernier, c'est très bien, on a célébré la fête de la France, mais il y a encore 5 millions qui passent par-ci, par-là. C'est une taille, hein, on est d'accord. Alors, je vais vous dire. Mais on rajoute. Au bout d'un moment, 30 millions, la dissolution. Là, entre la dissolution et la fiesta là qu'il y a eu ce week-end, là, samedi, là, on aurait pu. Alors, j'adore, je suis à fond derrière les champions, j'en ai même en chroniqueur, mais on est pour, mais les mecs, on aurait pu s'en passer, hein. Cette parade des champions à 5 millions d'euros, je suis désolé les mecs, hein. Là pour moi je m'en serais passé, franchement c'était ni fait ni à faire, on va pas se mentir, c'était n'importe quoi, c'était un bordel monstre, voilà, c'est une petite parenthèse, non mais c'est vrai, c'était un bordel monstre, alors j'étais très content pour les athlètes, c'est très bien, mais ils auraient pu très bien le faire eux-mêmes, ils auraient descendu les champs, c'était tranquille, hein. Mais là franchement, là c'était ni fait ni à faire. Bien sûr, mais il y a plein de symboles comme ça, de gestion de l'argent public, l'assainissement de la Seine, c'est pareil pour 15 jours de... c'est ça ? Pour 1,4 milliard pendant 4 jours de jeu et la baignade d'Anne Hidalgo et d'Amélie Oudéa-Castéra. Donc c'est-à-dire que d'un côté vous dites 3200 milliards de dettes, faut se serrer la ceinture, faut réduire l'assurance chômage, réduire telle ou telle aide. De l'autre, on va augmenter les impôts et puis effectivement, vous faites une parade. C'était très sympa, mais enfin la fête était terminée. Vous assainissez la Seine pour 15 jours de spectacle. Il y a quelque chose qui va pas dans le message. Pour les années qui viennent. Oui, pour les années qui viennent. On avait le temps. La Seine, on va voir ce qui va se baigner dans la Seine. Allez-y, d'Artigol, vous allez voir. Vous allez voir, la semaine dernière, vous avez fait la fête de l'humanité. Cette semaine, ce week-end, allez vous baigner dans la Seine, vous allez voir. On en reparlera. C'est une bulle dans la bulle. C'est une bulle dans la bulle. Quand vous allez vous retrouver avec ce qu'a Fabien Lecoeuf dans le slip, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez content. Vous allez comprendre, il ne fallait pas se baigner, merci. Antoine. Ça dépend, c'est pour ça qu'il faut se baigner. S'il vous plaît, on se calme. Tout ça, c'est une bulle dans la bulle. Je veux dire, voilà, ok, c'est une parenthèse, mais c'est pas là où quand on voit que les retraites pour un ministre, quand on voit François Hollande qui revient, alors il a le droit de revenir, c'est pas le problème, mais qu'aujourd'hui il a une retraite qui est largement au-dessus des moyennes de vie de tout à chacun. Tous les retraites des parlementaires. Voilà. François Hollande aussi, mais attendez, Antoine, vous êtes marrant, François Hollande. Vous croyez que c'est facile, vous, de se réveiller tous les matins, aller distribuer des croissants, scooter? Non, mais franchement. Ou les dindes ou les poulets aussi. Hein. Okay. Non, mais moi Antoine va me faire rebondir sur un truc. Moi, les gars, il y a un truc qui me dérange. Je le dis, voilà. Les mecs qui ont été ministres, même pendant, Premier ministre, même pendant 15 jours, ou un mois, ils ont toujours un chauffeur et un mec de sécu ou pas? Oui. Oui, Gabriel Attal, par exemple, il a été Premier ministre pendant 8 mois. Ouais. Et il a une retraite de Premier ministre, bureau, chauffeur, voilà. Ça, les gars, ça me dérange. Excusez-moi, vous vous rendez compte l'argent que ça doit coûter? Non mais franchement, c'est un truc de fou ça, je suis désolé les mecs. Pour les anciens présidents, d'accord. Question de sécurité. Je suis complètement d'accord pour les anciens présidents. Mais les mecs aujourd'hui... Mais il faut limiter les anciens présidents, attendez. Vous avez vu, Macron, il a 50 piges, on a payé des présidents pour un diplôme. Alors, non mais le droit, Emmanuel Macron, en sécurité, on va être obligé. Après, en sécurité, je ne dis pas le contraire, mais quand on parle après de bureaux, d'appartements, de fonctions et ainsi de suite, il faut arrêter de prendre les Français pour les vaches. Non mais pour les ministres, j'aimerais bien qu'on calcule un jour ce que ça coûte tout l'argent, mis bout à bout, de tout ce qu'on paye pour les mecs qui ont été ministres. Il y a des mecs qui ont été ministres 2 mois, il y a 20 piges. Ils sont encore là, non mais ces mecs, on est où là? En fait, moi, tout ça, ça me ramène à un point, c'est qu'aujourd'hui, nos politiciens, on n'a plus d'hommes d'État, des gens qui connaissent la base. Peut-être Barnier, c'est encore le dernier, et je pense que voilà, on verra ce que ça va donner. Mais tous ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité parce qu'ils prennent leurs petits billets à gauche et à droite et qu'ils vivent pas comme la moyenne des Français avec 1500 balles pour vivre au quotidien. Ils sont complètement déconnectés. C'est des politiques de métier et pas des politiques d'ambition, d'amélioration de la vie des Français. C'est ça le vrai problème. Alors, D'Artigol, il fait la gueule. Le problème
problème dans le pays, c'est au niveau des salaires. C'est d'Artigol. Le salaire médian est à 1800 €. C'est-à-dire qu'un Français sur deux gagne moins. Il y a 17% du salariat français qui est au SMIC. C'est énorme. Mais je vais jeter un pavé dans la mare. Je trouve que les politiques sont pas suffisamment payés. Oula. Je sais que je suis ultra minoritaire sur cette question-là. Non, je suis ultra minoritaire. Dans certains pays, ils sont beaucoup plus rémunérés. Et il y a certains aujourd'hui profils dans le privé qui refusent de s'engager en politique ou qui veulent y retourner parce qu'ils gagnent beaucoup plus. Non. Alors ce que je dis est ultra minoritaire, je sais, mais c'est un petit sujet. Je vais vous répondre, d'Artigol. Moi, on préférait, je suis sûr qu'Antoine est d'accord avec moi, on préférait qu'ils soient plus payés et qu'après, on les paye pas quand ils sont plus là. Je suis d'accord avec ça. Ils sont plus en fonction pendant des années et des années, ça va nous coûter énormément d'argent. Je suis d'accord. On préfère les payer quand ils sont en fonction et qui se mettent, qui sortent les doigts et qui envoient du lourd, plutôt que de les payer après, de leur payer des chauffeurs et des mecs de sécu. Ah bah oui, je suis désolé. Hein. Non, je cautionne. Bah ouais, moi aussi je suis d'accord, Antoine. Bah ouais. Non mais c'est après, il nous coûte un argent fou. Donc d'Artigol, c'est le pavé dans la mare. Écoutez, j'irais même au-delà. Il faudrait même limiter les mandats. Bah bien sûr, bah oui. Bah ça c'est. Non mais vous savez comment ça touche et en nombre. Vous savez comment ça touche un député européen? Ce sont les plus payés sur les 8 000, je crois. Non, plus. 12. Je crois qu'ils sont à 12 000. 12, oui. 12 000 nets, je crois. Un député européen, 12 000 nets. Et non, mais c'est incroyable. C'est la planque absolue, député européen. Oui, c'est le mandat le mieux payé. Ah, c'est le mandat le mieux. C'est la planque absolue. Je suis désolé. En plus, vous n'êtes pas sur la scène nationale. Bah, bien sûr. Bah ouais. Il faut avoir la stature d'un Jordan Bardella, président de parti, qui a été un temps Premier ministre pour exister. Mais sinon, c'est vrai que les députés européens, Valérie Hayé a disparu le soir. Dès qu'elle a fini, elle a dit Hayé. Hayé, c'est fini. Hayé, c'est fini. Elle a bossé au Parlement européen. Ouais, elle a bossé au Parlement européen. 12 000 € net. Européen reconnu. Ouais, reconnu. Quand elle passait, on disait tout le monde ne bosse pas au Parlement européen. Ouais, non, mais sur 12 000 € net au Parlement européen, c'est la planque des planques. Merci Antoine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Antoine, je vous embrasse fort. Plaisir. Merci. On a Baptiste qui est avec nous. Allô. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bah moi aussi Baptiste. Alors là, on a pris le coup sur la tête là. Michel Barnier qui envisagerait d'augmenter les impôts. On a pris ça dans la jugulaire là, Baptiste là. On arrive sur Europe 1, la gueule enfarinée. On est tout content. Non mais c'est vrai, on a la gueule en biais, on est bien. C'est même plus dans la jugulaire. Nous il nous coupe les jambes. Ah non mais Baptiste, sans rigoler. Non mais on est tranquille, on était bien. Le gars arrive. On apprend ça là. On prend ça. J'étais sur mon scooter. Là je suis tranquille. Et voilà. Je prends ça dans la gueule là. Un Mawashigiri, un coup de pied circulaire. Non mais attends. Exactement. Oui, mon fils qui va au karaté dans une demi-heure. Et voilà, vous l'embrassez. Vous habitez Bordeaux, Baptiste. Bordeaux. Alors, il a dit, apparemment, il va augmenter les impôts pour les personnes les plus aisées, les personnes donc zézées, toutes les personnes qui sont zézées, paieront plus d'impôts, et pour les entreprises profitables. Mais on aimerait bien savoir ce que ça veut dire. Parce que si c'est pour qu'encore les classes moyennes, les PME, les entreprises qui emploient des gens qui sont déjà étranglés, payent encore des impôts en plus, là les gars c'est pas possible. Je suis désolé. Baptiste. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Moi je suis artisan, je suis plombier. Ouais. Je paye l'URSSAF, je paye mon impôt sur le revenu, je paye mon assurance, je paye mon matériel. Il me reste quoi à la fin? Rien. Mais au bout d'un moment c'est confiscatoire. Faut dire les choses comme elles sont. Je suis désolé. J'ai l'impression que je passe ma vie à travailler pour eux. On a l'impression, il y a plein de gens qui me disent, des artisans, des petits chefs d'entreprise, ils me disent, on a l'impression d'avoir bien travaillé. Et d'avoir fait exactement ça, j'ai l'impression d'être un bon élève. Ouais, on a l'impression d'avoir bien travaillé, on se dit, on a fait un beau mois cette année, ce mois-ci, et le 2 du mois, on se dit, mais les mecs, il nous reste quoi? Il nous reste plus rien, alors qu'on a travaillé comme des fous. Bah oui, tout le monde me dit ça. Mais non, mais c'est ça, ça devient fou. Le mec, il arrive au pouvoir, et déjà il annonce qu'il va augmenter les impôts. C'est quand même fou. Non, moi, je me demande. En plus, vous dites des choses qui sont. C'est vrai, on a du mal parce que ça fait beaucoup d'informations Baptiste, pour nous, mais c'est vrai que. Le premier truc à faire pour moi, excusez-moi, je le dis à Europe 1, on est à 16h22. Il faut essayer d'aider les entreprises. C'est la première chose à faire, je suis désolé. Les mecs, ils n'en peuvent plus. Les mecs, moi, je vous entendais tout Baptiste, à l'heure, le Premier ministre, il a un chauffeur, il a la vie, elle est facile pour eux. Je dis pas qu'elle est difficile pour nous, on travaille. Non, mais vous bossez. Mais je veux vous dire par là que nous, demain, moi, je me casse la jambe, j'ai personne qui va aller changer de robinet à ma place. Voilà, mais il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Mais alors, remettons tout à plat. Il y a 200 milliards d'aides aux entreprises par an. Il y a des entreprises qui sont aidées, qui n'en ont pas véritablement besoin. Ça, d'accord. Ça, je suis d'accord. Il y a des artisans entrepreneurs qui, eux, en auraient besoin. C'est comme le
quoi qu'il en coûte du Covid, pour moi, il n'a jamais existé. Mais je ne pense pas que les annonces, monsieur, de Barnier aujourd'hui vous impactent. Il évoque d'autres entreprises. Maintenant, d'Artigol, il défend Michel Barnier. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. La convergence du Tu vas voir que dans un instant, Gauthier Lebray va nous dire qu'il mange chez Mélenchon. Non, mais attendez. Non, mais c'est ça. Nous, on entend quoi? Nous, on est à la radio, on entend que les impôts ils vont augmenter. Bien sûr. Et je suis pas d'accord avec vous, Olivier, même si je vous aime beaucoup. Je pense que tout à l'heure, j'ai voulu vous rassurer en disant que ce seront les plus aisés. Mais moi, je suis sûr que ça va être les classes moyennes qui vont prendre dans la gueule encore. Ouais, je vous le dis. Ah, mais j'espère pas. Je suis sûr qu'on n'espère pas. Mais mine de rien, il faut toujours voir le pire. Vous savez, c'est quand on voit le pire. Par exemple, les grandes entreprises qui vont vers le rachat d'actions, qui est une. Peut-être que là, il y aura un sujet. Non, mais là, on est sur les super profits. Mais ça, sauf qu'il a parlé des particuliers. Ça, on l'aura, mais il a parlé des particuliers. Voilà. Donc ça va être le gars, qui arrive à s'en sortir, qui arrive non plus à survivre, mais à vivre un peu. Et ben, la droite va faire ça. La droite LR va faire ça. Écoute, ça devait être une ligne rouge. Révolution copernicienne. Je suis à deux doigts de rappeler Lucie Castet. Est-ce que je peux faire une précision sur ce à quoi a droit Gabriel Attal? Donc j'ai exactement ce à quoi il a droit. Il a droit à un agent administratif, donc qui est chargé de son secrétariat particulier, un véhicule de fonction avec chauffeur dont les frais comme le carburant et la rémunération du conducteur sont pris en charge par l'État, et une protection rapprochée. Et pour ce qui est de la retraite, c'est pas vraiment une retraite à vie, c'est une indemnité de départ qui correspond à 3 mois de salaire de Premier ministre. 9 900 € brut mensuels. Merci Valérie Benaïm. Allez, on va parler des impôts. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. La confidence choc de Gérald Darmanin. Et je crois que ça y est, on a le nom du ministre de l'Intérieur. Ah oui. Ouais, ça y est, je crois que ça y est. À tout de suite sur Europe 1. On sera pas d'accord. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Si on marche sur la tête. Alors, j'explique aux auditeurs d'Europe 1. Je suis parti du studio. Il faisait un froid. J'étais à deux doigts de devenir un brocoli de chez Picard. Et nous alors, c'est pas grave. Donc j'ai laissé les chroniqueurs là-bas. Ils sont là-bas. Vous inquiétez pas, il y en a 2-3 qui sont déjà congelés. Je dis pas ça que pour Fabien Lecoeuvre. Et moi, je me suis mis en régie. On est bien. Voilà, je les vois. Ils sont comme dans un bocal en fait. Voilà, donc je les vois. Donc on continue. On est sur Europe 1. On est bien. On va réagir bien entendu sur la hausse des impôts. Michel Barnier, le Premier ministre, qui envisagerait d'augmenter les impôts. C'est la confidence choc de Gérald Darmanin. Alors appelez-nous 01 80 20 39 21. Vous réagissez bien entendu sur Europe 1. Et il y a pas mal de gens qui réagissent. Allô, qui est là? Qui on a en ligne là? Allô? Oui, allô, qui est à l'appareil? C'est encore Baptiste, vous m'avez rien dit tout à l'heure, j'attends depuis tout à l'heure. Oh, Baptiste, comment vous allez? Ça va, Baptiste? Ça va, je suis en train de récupérer mes enfants, ça va. Bon, très bien, ça va, ils vont bien? Mais ça va, il va au karaté, il va faire son mawashi. Je sais, ils sortent à 16h30. C'est ça, exactement. Ils ont quel âge les enfants? 6 ans et 3 ans. 6 ans et 3 ans, bon, ça va. Mais il faut qu'ils passent le permis là bientôt. Ouais, bientôt. Ça urge. Alors Baptiste, non mais la hausse des impôts, non mais Baptiste, vous dites quoi? Je dis que c'est beaucoup trop. On est d'accord, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors, on sait plus comment dire, on sait plus comment le dire. Donc nous, on est des bons élèves, on paye, mais à un moment, on peut plus. Ça va plus être possible. Non, mais c'est pas possible. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours sur les classes moyennes qui tapent. Mais moi, je suis sûr que ça va être les très aisés, comme il a dit, et les classes moyennes. Voilà. Exactement. Et encore une fois, les petits entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui essaient de s'en sortir, qui essaient de vivre un peu, ils vont en prendre plein la gueule. Tout à fait. Voilà, donc voilà, on en est là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Baptiste. Merci beaucoup, Cyril. Vous embrassez les enfants. C'est gentil, merci de m'avoir donné du temps. Ça m'a fait plaisir. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. On est là, on ne bouge pas. Pour le moment, on a Tanguy qui est avec nous sur Europe 1. Il est 16h34. Bonjour Tanguy. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Tanguy. Écoutez, merci de me recevoir. Vous habitez où, Tanguy? Moi, je suis à Reims. À Reims, je connais très bien. La ville du Champagne. La ville du Champagne, exactement. Il coulait à flot. Bon, bien entendu, à consommer avec modération. J'avais un pote là-bas. Ah oui? Ouais, Jean Fifou. Jean Fifou, bon. Un mec hyper sympa qui travaillait juste à côté de la cathédrale. Tanguy, on parle des impôts apparemment. Donc Michel Barnier va augmenter les impôts. Alors c'est une confidence que nous a fait le ministre de l'Intérieur, qui l'a faite hier apparemment. C'était quand ça, Gauthier Lebray? Oui, alors c'était hier devant les députés Ensemble pour la République, donc Renaissance, et ça fuite aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Mais évidemment, tout ça est fait
à bon escient. Et Gérald Darmanin, il veut montrer encore une fois à Michel Barnier que dehors, il peut avoir un réel poids politique. Et en étant derrière cette information, il se place aussi en concurrence de Gabriel Attal pour mener les députés ensemble pour la République. Il y a aussi évidemment Horizon et le Modem qui est un peu à côté. Mais voilà, donc il se place à la fois en concurrence de Gabriel Attal pour mener ce bloc anciennement macroniste qu'on qualifie à l'envi d'attaliste ou désormais d'armaniste, et en concurrence aussi de Michel Barnier en disant attention, je peux être nuisible à l'extérieur. Excusez-moi, je vous ai posé une question, c'était hier. Oui. Non mais ça fait 2 heures que vous me répondez. Non mais c'est incroyable. Quand vous êtes dans le studio, je peux voir vos yeux quand je suis trop long et m'arrêter. Mais là, je ne vous vois plus, Cyril. Sentez mon souffle. Tanguy, bon, vous l'avez vu, hein, donc apparemment hausse des impôts. Qu'est-ce qu'on dit là? On se dit quoi là? Moi, je suis arrivé là, j'ai pris ça dans la gueule. Franchement, c'est insupportable. On se dit que c'est toujours pareil et que la France est de moins en moins attractive, quoi. Tout simplement. C'est ça. On veut taxer, oui, les super profits, oui, il y a sûrement des gens qui font trop d'argent, mais cet argent, il permet de faire bosser énormément de monde, beaucoup plus que les administrations publiques ou qui ont une création de valeur assez faible, quoi. Et aujourd'hui, les jeunes comme moi, j'ai 24 ans, donc je commence à travailler. Vous faites quoi, Tanguy? Alors moi, je suis commercial, je vends des ascenseurs. Ah, des ascenseurs. Très bien, je connaissais un mec. Exactement. Ouais. J'avais un pote dans les ascenseurs, moi aussi. C'était qui? Otis. Oh non. Merci. Et Tanguy, je l'embrasse d'ailleurs. Mais il était toujours en descente, en montée. On savait plus. Je savais plus sur quel pied danser avec lui. Donc Tanguy, ouais, vous vous lancez dans la vie, vous vous dites, vous mettez déjà des bâtons dans les roues, quoi. Oui, mais surtout que ça n'a jamais été aussi facile de quitter la France. Si on commence à faire partir ceux qui veulent travailler, il va rester qui, quoi? Non mais c'est sûr. Après moi j'ai un petit truc, c'est il y a beaucoup d'aides aux entreprises et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont des aides et qui n'en ont pas besoin. Ça, je rejoins d'Artigol sur ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est vrai que déjà si on mettait le nez sur toutes les aides qu'on donne à des gens qui n'en ont pas besoin, je pense que déjà on récupérait beaucoup d'argent. Mais dans l'entourage du Premier ministre, on dit que faire des économies ne sera pas suffisant. Excusez-moi, qui êtes-vous? Elle s'appelle Valérie, paraît-il. Merci, très bien, je le note sur un petit bout de ma... Valérie Benaïm, Valérie B. Je le note dans un coin de ma tête. Tanguy, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, je vous embrasse fort. Vous nous appelez quand vous voulez. On va se retrouver dans un instant. Vous nous rappelez bien entendu sur Europe 1. On a Kevin qui lui nous dit les impôts sont nécessaires. Il faut en payer. Il pense qu'il faut payer les impôts. Lui, il est d'accord. Alors, sachez que c'est Kevin Barnier qu'on va voir dans un instant. C'est le petit-fils de Michel. Non, Kevin sera avec nous sur Europe 1. Et dans un instant, Fabien Lecoeuvre nous donnera ses dernières infos people. Apparemment, il a tout le calendrier de Céline Dion pour 2025. Ça y est. Ouais. Je suis allé le récupérer hier soir. Merci. Vous pouvez vous rendormir. Vous pouvez vous rendormir. Réveillez-vous à 17h12. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h30, il est 16h40 d'ailleurs maintenant sur Europe 1, puisqu'on est en direct bien entendu, c'est On marche sur la tête. Merci à tous, vous nous appelez bien entendu au standard 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à cette hausse d'impôts apparemment, puisque Michel Barnier augmenterait les impôts, c'est l'info du jour. Il y a Eric Ciotti qui va venir nous rejoindre dans le studio d'Europe 1 dans un instant. Il sera là aux alentours de 17h. Et bien entendu, vous le savez, il fait extrêmement froid dans le studio Europe 1. Apparemment, il ne faut pas plus de 7 minutes pour attraper une pneumonie. Donc j'ai décidé de prendre un petit peu de recul et de me mettre en régie. Et de nous laisser. Voilà, on est bien. Oui, dans ces cas-là, il faut sauver sa peau avant de sauver celle des autres. Et de laisser un siège vide aussi. Exactement, un siège vide, mais vous inquiétez pas, je pilote d'ici. Et je vous vois de loin, eh bien écoutez, franchement, vous êtes beaucoup plus beau à la télé. Merci, on parle de la hausse d'impôts. Alors, Gauthier Lebray, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, est-ce qu'on peut donner quelques précisions quand même? Oui, alors ça vient donc de Gérald Darmanin qui l'a dit devant les députés anciennement de la majorité présidentielle. Michel Barnier veut augmenter les impôts. Il s'est dit tout de suite opposé à cette hausse d'impôts. Le ministre de l'Intérieur, rappelant qu'Emmanuel Macron n'avait jamais augmenté les impôts depuis 7 ans et c'est une ligne rouge. Et on vient de m'envoyer le pacte législatif de Laurent Wauquiez. Parce qu'on a un doute, certains LR seraient même favorables au retour de l'ISF. Or, dans leur pacte législatif, les LR étaient contre toute hausse d'impôts, arrêter la dégradation des comptes publics, aucune augmentation d'impôts. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le pacte législatif. Donc, est-ce qu'on a des républicains qui vont aujourd'hui soutenir une hausse d'impôts sur une partie des entreprises et une partie des ménages les plus aisés, comme dit Matignon? C'est à n'y plus rien comprendre si c'est le cas.
Alors, l'ISF, moi, je le sens bien revenir. Je vous dis la vérité, je pense que l'ISF va revenir. D'Artigol, on est d'accord. Non, mais on est cul par-dessus tête, parce que On est quoi? Cul par-dessus tête. Ah oui, bah, vous êtes souple, vous. On va faire le grand cabaret avec Patrick Sébastien. On est très peu à pouvoir le faire. Tout simplement parce que... Vous l'avez fait à la fête de l'humanité, ça, le cul par-dessus tête? Tout simplement parce que LR n'a cessé au cours des dernières années de dire qu'il ne faut absolument pas de prélèvement obligatoire supplémentaire, qu'il ne faut pas bouger. C'était un totem pour eux. Leur marque politique, c'est de dire on ne touche pas aux impôts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? LR fait cette proposition, mais il faut quand même y voir un coup politique de Darmanin qui dit simplement: faites attention à la manière dont je vais être traité dans les prochains jours, parce que si jamais les choses se passent mal pour moi, derrière, vous m'aurez en face de vous. Et Laurent Wauquiez avait dit que ça n'avait aucun sens d'augmenter les prélèvements. Donc, Qui parle là? Désolé, je débarque. Merci Valérie Bédaï. Je vous en prie. On a Kevin avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Kevin. Vous avez quel âge? 35 ans, c'est Kevin de Rambouillet, l'ancien facteur. Oh, Kevin ou de Rambouillou, comment il va? Alors, comment il va, Tussi? Bah, il va bien, mon Kevin ou alors? Ouais. Bah, je suis content de l'avoir au téléphone. Bah, ça va, je t'ai renvoyé ton slip par Colissimo. Bah, oui, bah, je sais. Bah, t'aurais pu le laver quand même. Cyril, heureusement que c'était pas le slip à faire le cœur. Hein. Bah oui, ah bah ça je te confirme. T'aurais pu en faire un parachute. Merci Kevin. Puis ça m'aurait coûté bonbon au Colissimo. Merci Kevin d'être avec nous sur Europe 1. Alors Kevin, pour vous, les impôts sont nécessaires? Oui, alors oui, juste voilà, j'ai un avis un peu à contre-courant. C'est bien. Je vais pas hurler avec la meute. Ouais. C'est justement les impôts de toute façon sont nécessaires. Quand on voit le bienfait des impôts au quotidien dans un pays comme la France, même si les services publics sont de plus en plus délabrés, il ne faut pas hurler quand on entend tout de suite augmentation d'impôts. J'en paye moi-même, pas beaucoup, mais j'en paye. Et quand on reçoit la douloureuse, certes, ça fait mal, mais quand on se pose et quand on y réfléchit sans un avis démagogique, les impôts, c'est nécessaire. Alors, on est content d'aller à l'hôpital, on est content d'avoir des voiries, on est content d'avoir un service public. Alors, il y a D'Artigol qui hoche la tête, qui dit oui, il est d'accord avec vous. Moi, je vais... Alors, Kevin, vous savez que je vous apprécie énormément. Mais moi, je vais dire un petit truc quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord de payer des impôts. Je suis tout à fait d'accord qu'on augmente les impôts. Mais dans ce cas-là, les Français, ils veulent une police au top. Je suis désolé. Ils veulent une police au top avec des moyens. Ils veulent des profs et de l'éducation et des écoles au top. Des écoles publiques au top. Ils veulent des hôpitaux au top. Ils veulent des routes au top. Et je suis désolé, mais pour moi, rien ne va. Alors, bien sûr, on a la sécurité sociale. En France, voilà, on a énormément d'aide. Mais excusez-moi, Kevin, pour moi, je suis désolé. Quand on paye des impôts, on veut que tout soit au top. La France, on est le champion du monde des impôts. Bah, normalement, on doit être le champion du monde de la police, le champion du monde des hôpitaux, le champion du monde donc de la santé, le champion du monde de l'éducation, le champion du monde de la sécurité. Et pour l'instant, on est champion du monde de rien du tout. Donc là, pour moi, il y a un problème. Eh bien, Cyril, on est d'accord. Ça, justement, c'est quand tu reçois les politiques de n'importe quel bord de n'importe quel bord politique, je suis pas partisan, mais c'est à eux, ceux qui ont, comme quand je vois sur le plateau de TPMP, Ségolène Royal, etc., ceux qui ont été au pouvoir, c'est à eux qu'il faut leur dire, nous, Français, on paye des impôts, comme vous dites, on est les champions du monde des impôts, derrière, on attend une exigence au quotidien. Oui. On l'attend, on le réclame. Mais donc, cette exigence, on l'a pas. Cette exigence, à un moment donné, où va l'argent? On la paye pour les intérêts de la dette. On va pas se la mettre à l'envers. On la paye pour les... Et quand on voit après Monsieur Macron faire des repas à Versailles, c'est de la géopolitique, etc., avec des bouteilles d'alcool à je sais pas combien, pendant que le peuple français, quand nous on va à l'hôpital, aux urgences, on attend 8 heures, qu'on trouve pas un médecin à Rambouillet, que je trouve pas un pédiatre pour ma petite, où va notre argent? Donc oui. Alors Kevin, j'aime bien parce qu'au départ, vous n'étiez pas d'accord avec moi, et là, vous l'êtes. En fait, vous vous rendez compte, on est tous très contents de payer des impôts, Kevin, comme vous l'avez dit. Et je suis d'accord avec vous. Mais on aimerait, vu tous les impôts qu'on paye, et vu qu'on est le pays champion du monde des impôts, on aimerait qu'on soit champion du monde dans des trucs positifs. Mais malheureusement, on n'est pas champion du monde dans des trucs positifs. Je suis désolé. Donc là-dessus, je vous rejoins. Mais moi, la phrase que je voulais vraiment accentuer, c'est
dès qu'on parle d'impôts, les gens hurlent. Non, les impôts. Mais les impôts, faut que les gens comprennent, c'est un bienfait pour la société, un bien commun. Moi, je vais dans des pays, j'ai été cet été en Algérie, par exemple, je me suis retrouvé à l'hôpital là-bas, je peux vous dire, quand j'ai vu l'état de l'hôpital public là-bas, je me disais, en France, on est bien content de payer des impôts. Même si, quand on reçoit la douloureuse au mois d'avril, ça fait mal aux derches, mais faut bien. Mais derrière, Merci Kevin. J'adore Kevin, j'adore quand il nous appelle. Kevin, je vous fais de gros bisous et on se retrouve en forêt d'Ambouillet bientôt. Il n'y a pas de souci, on se retrouve, je t'attends. Je vous fais de gros bisous Kevin et merci, vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1, vous êtes ici chez vous. Merci Kevin, merci d'avoir été avec nous. Quel bonheur, j'adore discuter avec vous, tous les après-midi de 16h à 18h. En plus j'ai des amis qui sont là que je connais très peu, Valérie Benaïm, Olivier d'Artigol et Gauthier Lebré. Il y a Fabien Lecoeuf, bien entendu, il y a ces infos, ne les manquez pas, juste avant l'arrivée d'Éric Ciotti, ce sera aux alentours de 17h02. Mais pour le moment, on continue à parler des impôts et on a Jean-Baptiste en ligne, mais juste avant... c'est d'Artigol. Je viens de dire quelque chose, d'Artigol vient de dire on est les champions du monde des impôts, mais on est les champions du monde de la médiocrité dans beaucoup de domaines. Comment ça fait? Je ne sais pas, Cyril, parce que quand on part un peu à l'étranger, notre auditeur vient de le dire, et qu'on se rend compte des systèmes sociaux, pas partout. Mais par exemple, quand vous êtes classe moyenne ou classe pauvre, il vaut mieux tomber encore malade en France qu'aux États-Unis. Ah bien sûr, c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, sinon vous pouvez mourir vous pouvez pas souscrire une assurance privée, etc. Donc ça, c'est une vraie réalité. Cela ne veut pas dire qu'il y a de grands dysfonctionnements. On a été le premier système de santé au monde il y a encore 30-40 ans. Nous ne le sommes plus, et c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Quand on voit le fonctionnement des ARS, par exemple, quand on voit la manière dont la bureaucratie s'est emparée de l'hôpital. Vous savez, quand les soignants ont eu le pouvoir au moment du Covid, qu'ils ont pris la main sur l'hôpital, ils ont réussi à faire des choses formidables. Malheureusement... Qui a parlé, là? Malheureusement, ils n'ont pas gardé la main. Moi, je suis pour qu'on donne le pouvoir à ceux qui font, qu'on donne le pouvoir aux soignants, qu'on donne le pouvoir à ceux qui font, parce qu'ils connaissent, ce sont les spécialistes de leur métier. Et donc, souvent, il y a des gens qui leur donnent des consignes qui ne connaissent rien. Mais vous, et moi de toute façon, moi je vous le dis, d'Artigol, moi je suis pour donner le pouvoir à ceux qui font. Voilà, je le dis. Merci. Mais non, mais j'ai répété ce que vous avez dit. Merci. On a Jean-Baptiste en ligne, mais alors, pour revenir juste à ce que vous disiez, Olivier d'Artigol, je suis désolé, aller dans les hôpitaux, ça s'est dégradé, mais vous pouvez même pas savoir comment. Demandez aux policiers les moyens qu'ils ont, vous allez voir comment ça s'est dégradé. Regardez dans les écoles, la catastrophe que c'est. Donc, bien sûr qu'on veut payer des impôts, mais à un moment... Un policier sur Paris m'a dit, venez dans notre commissariat, on est atteint de clochardisation. Ça m'a frappé comme terme. Clochardisation. Je vous le dis, donc on veut bien payer des impôts. L'état des voitures dans lesquelles ils roulent et ils font leur patrouille. C'est toujours pareil. Si vous avez des hôpitaux qui fonctionnent bien, des profs qui sont correctement payés, des infirmières qui sont correctement payés, des écoles qui n'ont pas de problème d'amiante comme ça peut... Non mais il y a un sujet, il y a un vrai sujet évidemment pour la qualité des services publics. Et si il vaut mieux être tombé malade en France qu'aux États-Unis, être soigné à Necker que dans un hôpital américain, il y a quand même un sujet sur les salaires et sur l'état de nos services publics. Justement, vous parlez de tomber malade en France, et ce qui va bientôt vous arriver, parce que vous êtes resté dans le studio, il fait moins 12, on espère que vous allez bénéficier des aides. D'ailleurs, les urgences sont pas loin, bien sûr, pour les équipes, puisque je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que moi je suis parti du studio. Il fait moins 12, je vous explique là. Là on a chaud, ça y est, ça commence à faire hammam là. C'est vrai, là, ils ont changé la température. Ils sont chauds, là. C'est pour ça que Fabien Lecoeuf a enlevé sa veste. Très bien. Que la veste. Que la veste. Bien sûr. Oui, mais lui, sa chemise, c'est une blouse. Merci. Elle fait blouse, sa chemise. Merci. Il a pris du M. Allez, on a Jean-Baptiste en ligne. Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste. Vous nous appelez. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Alors je suis actuellement à Béziers où il fait 23,5 degrés. Non. Mais je suis toulousain. Je suis toulousain. J'adore Béziers, moi. Écoutez. Grand bien vous fasse. Non mais Benaïm, ça va pas bien. Non mais excusez-moi. Justement, Cyril, je voulais vous demander si vous n'avez pas une copine à Toulouse, comme vous en avez partout, visiblement. Alors, à Toulouse, j'ai sévi pendant des années, mais j'ai décidé de lever le pied sur la ville rose. J'ai fait trop de dégâts. Jean-Baptiste. Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis conseiller départemental, mais c'est pas mon métier, mais je suis cadre commercial pour une grosse entreprise du sud de la France. D'accord, très bien. Vous nous direz pas laquelle. Voilà. Bien entendu, on veut pas ça. Faire de pub. Merci. Vous avez bien raison. Mon nom, on le saura pas. Bien entendu. Vous travaillez pour quelle entreprise ? Non, je rigole. Jean-Baptiste, vous vouliez nous parler des impôts ? Oui. D'abord, je voudrais savoir, et vous demander à vos invités, qu'est-ce qu'une personne riche ? Une personne riche, est-ce que c'est une personne seule qui gagne 2500 € par mois et qui n'a pas de charge ?
ou une personne qui gagne 4 000 euros, mais qui a 3 enfants en études supérieures, un loyer à payer parce que effectivement, il faut loger ses enfants. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais exactement. Et une fois de plus, arrêtons de monter les Français les uns contre les autres en disant que celui qui gagne 4 000 euros est riche et celui qui gagne 2 000 euros est pauvre. C'est pas ça. La réalité, il faut regarder les charges. Et quand on gagne 4 000 euros par mois, vous avez aussi 25% de charges sur votre salaire. Vous avez votre loyer à payer, donc l'impôt foncier, etc., etc. Donc, je crois que déjà, arrêtons de dire que celui qui gagne 2 000 gagne moins que celui qui gagne 4 000. Regardons aussi dans son ensemble, parce que celui qui a 4 000, il n'a pas aussi d'aide, etc. Donc, je crois qu'une fois de plus, on veut marteler et taper sur la tête les classes moyennes, et les gens n'en peuvent plus. Moi, sur le terrain, je le vois. On n'en peut plus. N'en peuvent plus. Ah, bien sûr, je le vois. Maintenant, il y a un moment, bien sûr que tout le monde est d'accord pour payer des impôts. Moi, je suis d'accord pour payer mes impôts. C'est normal. Je gagne peut-être mieux ma vie que les autres. Je dois payer des impôts. Oui, mais il faut aussi que ça soit proportionnel, comme vous le dites, par rapport à ce que offre aussi la collectivité à l'ensemble des Français. Mais écoutez-moi, Jean-Baptiste, vous voulez payer des impôts, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez que vos enfants soient en sécurité. Vous voulez que vos enfants aillent dans de bonnes écoles. Vous voulez que quand vous allez à l'hôpital, vous attendez pas 8 heures aux urgences. Voilà. Donc forcément, vous voulez tout ça. Mais payer des impôts, oui. Mais comme vous dites, il faut un retour des choses. Mais là, on a l'impression on paye, et on voit le pays se déliter. Donc oui, Gauthier Lebray. Mais vous savez où passe l'argent, parce que la question que tout le monde se pose, c'est où passe l'argent. L'administration. Il passe l'argent, il passe chez vous. Non, alors pas l'argent public malheureusement. Le vôtre peut-être, mais pas encore l'argent public. Où passe l'argent dans l'administration. Dans l'administration, combien de personnes qui gèrent l'administration dans un hôpital pour des soignants sur le terrain? Et on peut prendre comme ça l'exemple avec les commissariats et avec l'éducation nationale aussi. Combien de personnes qui travaillent dans l'administration pour un prof devant les élèves, un soignant devant les malades, un policier devant le délinquant? Beaucoup trop. Ça passe là. C'est l'administration qui est trop gloutonne. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous en prie. Vous voulez nous dire? Non, rien du tout. Et merci pour vos émissions qui, enfin, nous permettent d'avoir de la liberté de penser. Merci Jean-Baptiste, vous savez, on se bat, on lâche rien, merci oui, en tout cas. Je le sais bien. Ça nous fait bien plaisir, je vous fais de gros bisous et vous nous rappelez quand vous voulez. Et vous allez faire quoi cet après-midi sur Béziers? Moi je repars de Béziers sur Toulouse parce que j'ai travaillé à Béziers toute la journée. On peut vous embrasser. J'avais une copine là-bas sur Béziers. Non mais c'est vrai, voilà. Vous l'embrassez si vous l'avez. Elle s'appelle Choupinette. Elles vendent des glaces à Béziers. Je vous embrasse. Je vous embrasse fort, Chibé. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Il y aura les infos de Fabien Lecoeuvre. Je sais que vous les attendez tous les jours. 17h03 bien entendu. Place à l'info, place au direct avec Fabien Lecoeuvre bien entendu et place. Alors il va parler de Céline Dion apparemment. Oui, on va avoir son planning, une partie de son planning en tout cas pour l'année 2025. Alors moi, ce qui n'a pas été communiqué en France. Moi j'ai une partie de votre planning pour déjà demain. Vous allez rester chez vous, ça va vous faire du bien. Merci. Il y a Eric Ciotti qui viendra nous rejoindre également dans un instant sur Europe 1 pour lui poser toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Les infos people de Fabien Lecoeuvre. Il y a Eric Ciotti qui arrive, qui vient nous voir. Il est 17h03 sur Europe 1. C'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ça y est, je suis de retour au studio, dans le studio, puisque j'étais tout à l'heure en régie. Et c'est vrai que on va s'intéresser aux infos people de Fabien Lecoeuvre. Voilà, juste le temps de remettre mes lunettes, bien entendu. Mais j'ai pris des lunettes de Benaïm. Mais Benaïm, c'est un truc de fou. Oui. Mais vous avez un aquarium en fait devant les yeux. C'est une taupe. Je vois des poissons. S'il vous plaît, réservez-vous pour votre chronique, s'il vous plaît. Évitez les vannes, réservez-vous pour votre chronique. Eric Ciotti vient nous rejoindre dans un instant. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Olivier d'Artigol est là. Comment ça va, Olivier? Très bien. Vous êtes heureux avec nous? Oui, ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. J'avais quelques appréhensions, puis non, ça s'est bien passé. Des appréhensions sur quoi? Sur qui? Mon pauvre Cyril. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a parlé, t'es sûr qu'il faut faire ça? J'ai dit oui, bien sûr, on va y aller. Vous aviez peur de qui? Vous aviez peur de qui? De Fabien Lecoeuvre? Non, oui, un peu. C'est sûr qu'on en a peur, BG. Gauthier Lebray, merci d'être là. Un plaisir, Cyril. Toujours. Toujours renouvelé. Alors, je voudrais vous redire à 17h04, vous êtes toujours mon chouchou. Parce que vous savez que quand vous décernez ce titre de chouchou, tout le monde vous dit ça va pas durer. Ça va pas durer. T'as déjà fait un début de saison l'année dernière, deuxième saison terminée. Non. Ça tourne. Et sur le premier week-end de Face à Hanouna, j'ai cru comprendre que j'avais pris un peu cher,
Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Pas du tout. Ah non, c'est renouvelé. C'est plus que renouvelé. Bon, Fabien Lecoeur, merci d'être là. Avant d'accueillir Éric Ciotti, qui nous fait l'honneur d'être là, le président de l'Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Bon, Calogero, on va parler de Calogero. Eh bien oui, Calogero qui prépare pour la première fois une comédie musicale. Il est en train justement de composer un spectacle en s'inspirant, bien sûr, d'un livre d'Alexandre Dumas. Ça va pas être Les Trois Mousquetaires. Ce sera Le Comte de Monte Cristo. Il s'est mis au travail. Pourquoi vous faites pas une comédie musicale vous aussi? Moi, je sais pas. Vous avez une idée? C'est déjà fait Victor Hugo. Ils ont déjà fait Victor Hugo avec les. Non mais vous pourriez. Non mais c'est rien, c'est vrai. Ah oui. Là, il va sourire. Vous voyez dans Monte quoi? Cristo. Ah oui, Quasimodo, sauf qu'il a deux bosses. Évidemment, Le film a fait 8 millions d'entrées, donc ils vont avoir la comédie musicale, la série avec Audrey Fleurot. Enfin, on va tout avoir. Alors, justement, une histoire très populaire, Le Comte de Monte Cristo, et autant de succès. On lui souhaite surtout d'avoir autant de succès que la comédie musicale, que le film actuellement, avec Pierre Ninet, qui, je vous signale, vient de dépasser les 8 millions d'entrées. Ce qui est pas rien. Mange des pommes de terre en faisant la chronique. Bon, Jane Birkin, on en parlait déjà à sa maison de campagne. Ouais, je vous avais annoncé justement il y a quelques jours que la maison de Jane Birkin en Bretagne, à La Nilis, avait été vendue. Et on sait désormais à qui. Non, à qui? Eh oui, elle a été achetée par une célèbre romancière, Aurélie Valogne. Vous savez, c'est l'autrice du livre Mémé dans les orties. Vous vous souvenez de ce livre? Bien sûr. Dans les orties, oui, je connais très bien. Et qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires rien qu'en France et qui a été traduit en 15 langues. C'est pas rien. Elle veut transformer la propriété, s'appelle Cachalou. Je vous avais expliqué Cachalou parce que Kate pour la fille, Charlotte et Lou, bien sûr. En maison d'écrivaine pour y inviter ses consoeurs et en résidence pour échanger, travailler, écrire et plus. C'est-à-dire qu'elle espère peut-être en faire aussi un gîte touristique. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Allez, une bonne info là. Billy Crawford. Ah bon? Billy Crawford? Non, c'est Puff Daddy. Ah non, vous avez oublié. Puff Daddy. Cindy Crawford. Ah, Cindy Crawford, voilà. Alors Cindy Crawford, vous vous souvenez bien sûr tous de cette top modèle star à la fin des années 90. Eh bien, elle reprend du service à 58 ans à la demande de Khloé Kardashian, évidemment, et sa marque Good American. Eh bien, Cindy a accepté de redevenir exceptionnellement mannequin. Et elle pose notamment dans un jean oversize. Elle est sublime, 58 ans, mais sublime. Très belle. Vous avez jamais demandé de faire mannequin, vous? Non, on m'avait dit de reprendre le X, si je voulais. Ah oui. Et puis, mais là, je sais pas, j'avais déjà 50 ans. Ah ouais, quoi, c'est vrai. Et on vous a demandé de reprendre le X. De refaire du roman photo, ouais. Ah oui, pourquoi vous en faisiez avant? Ah bah j'ai fait 19 mois de roman photo. C'est-à-dire roman photo dénudé? 17 X, enfin adulte, on appelle ça. Ah ouais, adulte. Donc c'était vendu dans des sachets. Non, on l'appelait au but dans le métier. La boule de pétanque. Mais c'est une vraie info? Non mais on donne pas de fausses infos ici. Vous avez fait des photos nues? Oui, bien sûr. Vous avez des photos nues? Oui, bien sûr. En fait, alors, comme il est petit, c'est pas des photos, c'était des diapos. Des vignettes. C'était des vignettes. Bah oui. Non, mais c'est pas vrai. Bah oui, bien sûr. Vous avez fait ça, ouais. Ah, j'ai fait 117 couves avec. Ah ouais. Avec qui? Avec quoi? Avec qui? Je sais pas, avec. Vous étiez tout nu? Avec ma silhouette, oui, bien sûr. Quoi, c'est pas vrai? Ah ouais? Ah ouais, c'est fou ça. Bah, oui. Vous voyez, en fait, on s'était pas trompé. Hein. C'est ça la vraie info. On l'avait remarqué pour. Bah oui, c'est vrai. Attendez. Bah lui, non mais c'est bon, on n'a plus besoin d'infos. On a l'info du jour. Bon alors je vous parlerai de Céline Dion ce soir. Ah très bien. Merci. Si vous le voulez. Non mais j'en reviens pas moi de. Quoi? Ça c'est un vrai scoop. Ça vous choque? Ah oui, vous avez fait des photos tout nus. Bah même des naturistes vous choquent vous. Ouais, il a fait des photos tout nus. Je les ai vus à côté de moi tout le week-end. Je peux te dire. Je peux te dire. Mais je faisais ça, c'était mon job de vacances. Quand vous avez fait ça de quel âge à quel âge? Quand il allait au ski, le prenait pour la perche du Kerfest. Non mais dans ma génération, pour gagner de l'argent, c'était où on faisait du babysitting, où on lavait des voitures, on tondait des pelouses. Bon, donc moi j'ai choisi l'option photo, roman photo. D'accord, très bien. Vous avez bien fait. Bon, en tout cas, vous avez trouvé votre voie. Retournez-y. Merci en tout cas, Fabien Lecoeur, pour ce beau témoignage et ces infos tous les jours aux alentours de 17h02. Dans un instant, Éric Ciotti est avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h10 et je voudrais remercier Éric Ciotti d'être avec nous dans les studios d'Europe 1 en direct, le président de l'Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci d'être là. Bon, il se passe plein de choses. Ça n'arrête pas là. Vous êtes content? Vous n'êtes pas content en ce moment? Comment vous êtes? Quel est votre mood déjà après tout ce qui se passe? Écoutez, moi je suis content d'avoir fait le choix de l'Alliance des droites au mois de juin dernier. C'était une rupture, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, ce spectacle un peu de confusion généralisée, me conforte dans ce choix. On n'a pas gagné, malgré 11 millions de voix, ce qui place notre alliance, celle de l'UDR que je préside, celle du Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen, très largement en tête, mais on n'a pas gagné parce que tous les autres se sont alliés
de certains de mes anciens amis de LR jusqu'à LFI. Moi, je regarde quand même aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis, je suis à l'aise avec mes convictions, parce que qu'est-ce que font des gens avec lesquels j'ai milité dans cette alliance contre nature ? C'est extrêmement choquant, et je crois que plus le temps va passer, plus on regardera de façon très sévère ceux qui ont appelé à voter LFI, comme Gabriel Attal quand même. Il a dit que c'était pas un problème de voter LFI. Ceux qui ont bénéficié des retraits de la gauche, des macronistes, cette alliance finalement qui n'avait qu'un objectif, empêcher que la droite gouverne, qu'il y ait un vrai changement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une espèce de gouvernement sans cap, sans direction, on verra bien, qui va allier des socialistes, des républicains, des macronistes, qui est quand même sous la domination de M. Macron, très clairement. Et ce gouvernement, je lui laisse le bénéfice du doute. Moi, je souhaite... Vous connaissez bien Michel Barnier ? Oui, je le connais très très bien. C'était la présidence de LR, c'était mon conseiller diplomatique. Donc, on a travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui a un long parcours dans la vie politique française, qui est respectable, mais il est prisonnier d'un système. Il est prisonnier d'une alliance. Quand je vois aujourd'hui qu'il a reçu vendredi dernier Madame Tondelier, qui est une des quatre actrices du nouveau Front populaire, qu'il reçoit aujourd'hui les communistes, quand même, avec tout ce que ça représente, et que pas un message pour les formations qui ont eu 11 millions de voix, je me dis qu'il est prisonnier de ce système stupide, de ce système qui méprise tant de Français, qui les insulte, qui les considère comme des parias, et que tout ça, malheureusement, ne pourra donner rien de bon. Alors, justement, Éric Ciotti, est-ce que vous regrettez, parce que, mine de rien, on le voit, les Républicains, ce sont quand même pour l'instant, sont quand même les grands gagnants de ces élections législatives. On pensait que c'était les derniers, mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont, mine de rien, au pouvoir. Est-ce que vous regrettez votre alliance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella ? On en parlait il y a quelques jours ici, on disait, si Éric Ciotti serait resté chez les LR, il aurait été très certainement ministre de l'Intérieur. Pas une seconde, je ne le regrette. Et au contraire, c'est pour moi une fierté d'avoir brisé ce mur, ce pseudo-front républicain, d'une stupidité absolue, d'un mépris total pour tellement de Français. Gouverner dans ce contexte, non, je n'en ai aucune envie. Gouverner avec qui ? Avec des socialistes ? Peut-être avec des communistes, gouverner avec M. Macron. Pour l'instant, il n'y en a pas. On verra. Je ne sais pas, vous avez peut-être des confidences sur le gouvernement. Non. Moi, j'en ai pas. Nous verrons qui sera nommé. Je vois qui est consulté. Ça traduit que peut-être on fait des demandes à ces formations politiques. En tout cas, nous, très clairement, nous sommes, je dirais, dans le même cap pour l'alliance des droites, pour le redressement du pays. Et donc, pour répondre à votre question, en toute sincérité, moi, je suis très à l'aise. J'ai le sentiment d'être fidèle à mes valeurs, à mes convictions, et pas d'être dans une forme de compromission. Alors, Olivier d'Artigol. J'entends, Éric Ciotti, ce que vous dites sur le Front républicain et sa stupidité. Mais les électrices et les électeurs, les Français, au second tour de l'élection législative, avaient la possibilité de doter l'alliance que vous formez avec le Rassemblement national d'une majorité relative forte ou même d'une majorité absolue. Ils avaient le bulletin de vote à portée de main avec à côté le bulletin du Front républicain. C'est quand même les Français et le suffrage universel qui ont décidé de cette situation politique. C'est aussi les appareils, ce sont aussi les appareils politiques, parce qu'il y a eu le retrait. J'entends tout ça. Il y a eu 250, mais ils avaient la possibilité. 250 retraits. Oui, mais ils avaient la possibilité ou pas de le faire ? Ils avaient la possibilité, mais on n'était pas dans un choix binaire. Dans certaines circonscriptions, il y avait des macronistes face au Rassemblement national, la gauche a voté pour eux. Dans d'autres, il y avait des LFistes, je ne sais pas comment les appeler, les macronistes ont voté pour eux. Donc, on était dans un choix biaisé, où toutes les formations politiques n'étaient pas représentées. Et je crois que les Français ont aussi été abusés. Moi, je suis persuadé que si les sondages avaient donné la réalité du résultat, c'est-à-dire que le nouveau Front populaire avait le plus de députés élus, je pense que le vote
aurait été totalement différent. On a minoré le danger volontairement. Et le système, les médias n'ont cessé de dire majorité absolue, relative très forte pour le RN, absolument. ou majorité absolue. Donc, est-ce que vous avez fait des erreurs, vous, dans cette campagne ou pas? Quand on ne gagne pas, c'est qu'il y a forcément des points qui peuvent être améliorés. Et nous y travaillons, mais je suis persuadé que les élections législatives, si elles avaient lieu dimanche, on ne refait pas l'histoire, donc c'est un débat un peu stérile, mais si elles avaient lieu dimanche, les Français, ils auraient une crainte, c'est voir que le nouveau Front populaire arrive à nouveau en tête. Et je pense que le barrage, il serait là. Et le meilleur barrage contre le nouveau Front populaire, c'est naturellement l'Alliance des droites. Parce que, quelle hypocrisie quand même. Quand je vois certains qui ont dit danger absolu du nouveau Front populaire, après l'élection, et qui ont bénéficié de leur voix. C'est vrai. Ou qui ont même appelé, ont même appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Ça veut dire que les Français, ils ont été trompés, ils ont été abusés. Donc il y a quelque part aussi de cette manipulation dans une élection où le second tour a été très différent du premier. Au premier, nous sommes arrivés très largement en tête. Nous arrivons en nombre de voix également, mais ce scrutin à 2 tours, avec des retraits un peu contre nature, il y a eu des retraits dans des circonscriptions de membres éminents des Républicains. La candidate du nouveau Front populaire s'est retirée au profit de M. Wauquiez. La candidate LFiste s'est retirée au profit de Mme Genevard. Le candidat NFP s'est retiré au profit de Mme Tabarot dans sa circonscription. Et tout cela n'avait pas de candidat de la Macronie au premier tour. Donc, moi, on peut me reprocher plein de choses. Je les assume. Et quelque part, j'en suis fier. Mais en tout cas, mon alliance, elle a été publique. Elle a été devant des millions de Français aux 13h de TF1. D'autres ont fait une alliance, des alliances, sans dire leur nom. Une alliance avec M. Macron. Finalement, ils ont fait la même analyse que moi, en disant qu'au scrutin majoritaire, quand on est tout petit, ce qui était le cas de LR, trop faible, il faut s'allier, s'arrimer à un gros bloc. Moi, j'ai voulu cette alliance des droites. Eux, ils ont fait une alliance au premier tour avec la Macronie et au deuxième avec le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, ils sont prisonniers de ce système. C'est pour ça que je redoute que rien ne sorte de bon de ce gouvernement, parce qu'au mieux, il sera impuissant et immobile pour faire de peine à personne. C'est la logique du Front républicain. Depuis 40 ans, M. Mitterrand a créé ce Front républicain. Il a créé ce Front républicain pour casser la droite. Et il a créé le Front républicain pour qu'il n'y ait pas une politique de droite. Parce que quand la droite est au pouvoir, c'est une fausse droite. Elle est timorée. Et on a besoin aujourd'hui, compte tenu du pays, d'une droite qui a un peu de caractère. Quoi. Justement, Éric Ciotti, la droite au pouvoir. Pas dire autre chose. La droite au pouvoir, on a eu une info aujourd'hui qui est tombée, Gauthier Lebret, et la droite au pouvoir, on n'a pas l'impression qu'elle est au pouvoir. Oui, on s'attendait à des mesures fortes sur la sécurité, sur la lutte contre l'immigration illégale, et la première mesure concrète du nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui fuite dans la presse grâce à Gérald Darmanin, c'est une hausse des impôts sur les entreprises profitables et les ménages les plus aisés. Éric Ciotti, Michel Barnier augmente les impôts. Vous le censurez ou pas? Nous verrons bien si cette information est vérifiée. Moi, Matignon a confirmé. Le porte-parole de M. Barnier étant M. Darmanin, il faut prendre tout cela avec un peu de réserve. Oui, mais alors ça a été confirmé par Matignon. Si c'est confirmé et si ça se traduit dans le projet de loi de finances, personnellement, je m'y opposerai de toutes mes forces et par tous les moyens. Donc la censure. Je le dis clairement. Mais voilà, c'est la position de Jordan Bardella et Marine Le Pen aussi. Non, je ne parle pas pour eux. Et je n'ai pas parlé de censure à ce stade. Nous évaluerons ensemble la situation. Ce que je dis, c'est la démonstration de l'analyse que je vous faisais il y a quelques secondes. C'est que ce gouvernement, il sera prisonnier de ses alliances. Il hérite d'une situation catastrophique. Le bilan de M. Macron, plus de dettes, plus de déficit, plus d'immigration, plus d'insécurité. Et il est nommé par M. Macron. Quand vous voyez que le directeur de cabinet de Michel Barnier et M. Fournel, qui était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, l'homme des 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, l'homme de la dette, l'homme des déficits, et que ce M. Fournel, qui est sans doute un fonctionnaire respectable, que je connais par ailleurs, et l'intime de M. Koller, le secrétaire général de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Macron a nommé le directeur de cabinet de M. Barnier.
et qui est un homme beaucoup plus important que n'importe quel ministre. La réalité, elle est là. Il sera inconnu du grand public, mais dans une équipe gouvernementale, le pivot de l'organisation de cette équipe gouvernementale, du gouvernement, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre. Eh bien, le directeur de cabinet du Premier ministre, il a été nommé, désigné, en tout cas en catimini, par Monsieur Macron. Donc, on voit bien, mais cette hausse des impôts, quand même, comment, alors que nous sommes le pays au monde qui chaque année, Cyril, gagne à la Coupe du Monde des impôts. Mais je viens de le dire. La France... Vous étiez là ? Je l'ai dit il y a 10 minutes. La France, chaque année, et depuis de nombreuses années, en tout cas depuis que M. Macron est président de la République, non, même avant. Et avec M. Hollande également, peut-être même avant aussi, c'était qui ? C'était M. Sarkozy, mais on en parlera j'ai dit des choses et on en parlera. Oui. Systématiquement, on a les prélèvements obligatoires les plus hauts. 46% de notre richesse nationale, même 48% selon Eurostat. Ça veut dire que la moitié de ce qu'on produit est prélevé par des impôts. C'est un handicap considérable. Pourquoi ? Parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Parce que une partie de leur revenu est prélevée pour l'État, pour dépenser, et ça pèse sur les entreprises qui, dans la compétition internationale, ont plus d'impôts et de charges, c'est-à-dire qu'ils courent un 100 mètres avec des boulets aux pieds. Donc c'est un drame, ces prélèvements obligatoires. C'est ça qui nous handicape. Et on a parallèlement, et c'est totalement lié, les dépenses publiques les plus élevées. La logique voudrait, surtout quand on est de droite, de dire on s'attaque aux dépenses publiques, on réforme l'État. Il y a un récent rapport du gouverneur de la Banque de France qui dit on peut faire 80 milliards d'euros d'économies si on administre mieux le pays. On peut réformer les collectivités locales. Il y a plein de bazars qui servent à rien, des agences, des machins. Pourquoi ils ne le font pas, les autres ? Parce qu'il n'y a pas le courage, il n'y a pas la volonté, parce qu'il n'y a pas la réforme. Nous, on l'aurait fait si on avait eu la majorité absolue, avec le soutien fort d'une majorité à l'Assemblée. Là, la coalition, elle va plaider sur des mesures qui sont contraires à l'intérêt général. Mais dire qu'on va augmenter les impôts à nouveau, une fois de plus, c'est une paresse intellectuelle totale. Au lieu de s'attaquer à la baisse des dépenses, parce qu'on gaspille de l'argent public en permanence. Merci Éric Ciotti, vous restez avec nous sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Venez poser vos questions sur Europe 1 à Éric Ciotti. Puis on parlera de Nicolas Sarkozy. Je crois que Gauthier Lebray a une question à vous poser dans un instant, parce que vous y êtes allé quand même. Là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Bien sûr, il y a d'Artigol aussi. Des questions à vous poser. Éric Ciotti, vous restez avec nous sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant, bien entendu. Et puis, les chéris, moi je vous dirais, j'ai peut-être un nom pour le ministère de l'Intérieur. Ça bouge. Ça bouge. Apparemment, non, c'est pas pour Wauquiez. Apparemment, Retailleau ? C'est pas pour Retailleau. Vous avez donné... je vais vous le dire dans un instant. La Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions, maintenant, ça dure 8 ans. On aura le vainqueur de la Ligue des Champions en 2036. Faut vous dire. Alors, non, mais pour comprendre les règles de la Ligue des Champions, faut faire bac plus 8. Mais bon, c'est toujours un bonheur, bien entendu. Mais je sais pas si je regarderai ce soir. C'est mieux que la Ligue des Nations. À la Ligue des Nations. Alors, la Ligue des Nations, c'est une super story, la Ligue des Nations. J'en reparlerai dans cette émission. Pour le moment, on est sur Europe 1. Éric Ciotti est notre invité. Vous l'appelez au 01 80 20 39 21. C'est parti. Si on marche sur la tête, c'est la dernière demi-heure. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci Éric Ciotti d'être avec nous sur Europe 1 et merci à tous de nous écouter, de nous regarder sur europe1.fr bien entendu et d'être aussi nombreux à nous appeler. Il y a énormément d'appels pour Éric Ciotti encore aujourd'hui. Il y en a plein. Éric Ciotti, il y a plein d'appels pour vous. Tiens, on va en prendre un tout de suite. Il y a Kevin qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe et bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous Kevin. Vous avez 23 ans, vous habitez où ? En Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Ah encore ? J'ai eu un Nantais tout à l'heure. Oui, je suis le même Kevin qu'il y a quelques jours. Ah non mais j'en ai eu un tout à l'heure aussi, un autre Nantais. D'accord, la prochaine fois ce que vous faites, vous vous regroupez, vous m'appelez tous ensemble. Ok les chéris ? Non, je rigole. Merci beaucoup Kevin. Vous avez une question pour Éric Ciotti. Vous faites quoi dans la vie Kevin ? Là je suis, je viens d'avoir mon master ressources humaines. Bravo. Voilà. À 23 ans vous avez déjà le master ? Oui, c'est l'âge en général, si on n'a pas redoublé. C'est bon, Kevin. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là ? Benaïm a eu son master, il avait 46 ans. Donc c'est bon, merci Kevin. Kevin, Éric Ciotti est là, il vous écoute, il est là en direct pour répondre à toutes vos questions. Oui, du coup j'avais une question pour Monsieur Ciotti. Je voulais savoir quel avenir voit-il à son parti, donc l'UDR. Quelle sera sa relation par rapport au LR ? Est-ce qu'il le voit plutôt comme un parti voué à supplanter les LR ou à les absorber ?
Voilà. Ce parti va remplacer LR. Parce que LR, aujourd'hui, va se diluer dans la Macronie. Très clairement. Donc, l'UDR, c'est le parti qu'avait fondé le général de Gaulle en 67. C'est un parti qui a cette filiation gaulliste. Je suis gaulliste. Et c'est un parti qui a une deuxième force, c'est l'union des droites. Donc, nous avons une histoire, celle du gaullisme, celle de la continuité de la famille gaulliste qui ne peut pas se dissoudre dans le macronisme. Et donc, ma formation politique, eh bien, elle a vocation à être une formation politique de droite, une grande formation politique. On a une vingtaine de parlementaires dans nos 3 assemblées, un groupe à l'Assemblée nationale, des sénateurs, un député européen. Depuis 15 jours que j'ai lancé cette formation, plus de 10 000 adhérents sont arrivés. Et tous les jours, j'ai des élus, et notamment des élus locaux, qui considèrent que le spectacle actuel les invite à adhérer à ma formation politique. Donc elle a naturellement un grand avenir et je vous invite à y adhérer. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Ça vous va la réponse ? Oui, ça me va. Je voulais peut-être une autre question, si c'est possible. Alors, Kevin, avec grand plaisir sur Europe 1, vous voulez poser une autre question. Il faudra juste, je vais vous laisser mon RIB, vous me faites un petit virement. Merci. Non, Kevin, allez-y. Oui, du coup, Monsieur Ciotti, je voulais savoir aussi si vous aviez, par exemple, des noms de grands pontes, on va dire LR, avec qui vous êtes proche, qui pourraient vous rejoindre. Je pense peut-être à Monsieur Bellamy, par exemple. Pour l'instant, je n'annoncerai pas de nom, mais je dirais que le sujet n'est pas là. François-Xavier Bellamy, on a pour beaucoup, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, les mêmes convictions. Je regrette que, comme d'autres, il ne m'ait pas suivi, parce que, en ne m'ayant pas suivi, finalement, ils ont favorisé l'arrivée en tête du nouveau Front populaire. C'était ça la seule conséquence du fait qu'on n'a pas porté tous ensemble cette union des droites. Mais voilà, encore une fois, je crois avoir brisé ce tabou. On a ouvert une brèche et, à mon avis, le sens de l'histoire va de ce côté-là. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Une troisième question peut-être, Kevin ? Non, c'est bon. Merci à vous d'avoir accepté mon appel. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et c'est vrai, je suis bien ici. Alors, j'ai une petite info sur le ministère de l'Intérieur, parce que pour moi, c'est pas Retailleau, c'est pas Laurent Wauquiez. Alors, je vous le dis, Gauthier Lebret vient de me dire David Lisnard. Pour moi, c'est non. C'est faux, j'ai dit justement que ça m'avait été démenti par un ministre du gouvernement. Et je crois, et je pense que ça va se terminer par Laurent Nunez. Ça, c'est vraiment pas bien. Il faudrait qu'on diffuse ce qu'on se dit pendant la pub aussi. Non, mais je le sens comme ça. Moi, je pense qu'il y a une finale Laurent Nunez, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, parce que si c'est Laurent Nunez qui est nommé, ça voudra dire que c'est Emmanuel Macron qui a eu le dernier mot et pas Michel Barnier. Laurent Wauquiez, c'est impossible parce que c'est un tremplin, le ministère de l'Intérieur. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy vers la prochaine élection présidentielle. Moi, j'ai une petite info. J'ai une petite info, mais je vous le dis, hier, a priori, il y a eu un petit accrochage entre Michel Barnier et Emmanuel Macron. Oui. Vous le savez. C'est partout dans la presse. Non. Plus que ce que... Oui. Hier, c'était chaud. Ah bon ? Ouais, c'était chaud. Je vous le dis. Donc voilà. Sur le casting, bien sûr, sur le casting. Et notamment sur Beauvau. Avait annoncé qu'il ne gouvernerait pas, qu'il se contenterait de présider, qu'on passait à autre chose. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais non, mais donc je vous l'avais dit, Emmanuel Macron ne changera pas. Il ne changera pas. Et il est le grand DRH des jours qui viennent. Je suis totalement d'accord. C'est Céline Dion qui le disait. On ne change pas. Et Michel Barnier qui manipule le casting. Merci, 2 petites secondes, parce qu'on va se retrouver dans un instant. Juste, Pascal Praud, c'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30. Vous retrouvez mon ami Pascal, que j'embrasse fort. C'est en codiffusion avec CNews. Et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole. Pascal Praud, c'est 2 rendez-vous sur Europe 1. Et Pascal, je l'embrasse fort. C'était son anniversaire la semaine dernière. Absolument. Vous lui avez offert un cadeau à Pascal Praud ? C'était même... Oui, vous lui avez offert un cadeau ? Lundi, je crois. Oui, vous lui avez offert un cadeau ? Non, c'était la semaine dernière. Vous lui avez offert un cadeau ? Le 9 septembre. Vous lui avez offert un cadeau ? C'était le 9 septembre, absolument. Mais c'est pas possible. C'était le 9 septembre. Il fait de la politique, il répond pas. C'est horrible. Eric Ciotti est avec nous. Quel bonheur de vous retrouver sur Europe 1. Bien entendu, tous les après-midi, c'est 16h, 18h. Europe 1, c'est On marche sur la tête. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour poser toutes vos questions à Eric Ciotti. On a pas mal de questions à vous poser encore, Eric. Notamment Gauthier Lebret qui veut vous titiller un petit peu avec Nicolas Sarkozy. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment, on a Fabien Lecoeuf, qui
qui s'est réveillé de sa sieste. Non. C'est fou ça, il était tranquillement mais en train de somnoler. Et là, il a vu Éric Ciotti, il est tout content. J'ai une question plus légère pour l'actualité. Laissez-la pour la fin. Laissez-la pour la fin. Si vous le souhaitez. On terminera par ça. On termine toujours par le meilleur. Donc restez avec nous pour écouter, bien sûr, la question de Fabien Lecoeuvre. On se demande ce que c'est. Est-ce que vous avez arrêté l'équitation? Est-ce que vous aimez les figues de Barbarie? Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, ça va l'air bien intéressant comme d'habitude. Gauthier Lebray. Vous avez eu des mots très forts, très durs, même contre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous avez dit il a échoué, il a empêché la droite de se renouveler. Pourquoi être si sévère avec l'ancien président Éric Ciotti? D'abord parce que personnellement, j'ai retrouvé une liberté que les appareils politiques dans lesquels j'étais ne m'ont jamais donnée. On est toujours un peu prisonnier d'un système où on ne peut pas dire ce qu'on pense. La politique, malheureusement, c'est souvent ça. Mais aujourd'hui, à la tête de ma formation politique, après avoir fait ce que j'ai fait, casser les codes, je suis un homme libre et je dis ce que je pense. Et ce que je dis beaucoup, en privé, vous en êtes sans doute le témoin, à neuf, comme on dit, le répète. Nicolas Sarkozy, il a soulevé une immense espérance en 2007, parce qu'il avait été un brillant ministre de l'Intérieur. J'ai été élu député quelques semaines après son élection en 2007. Il y avait une immense espérance, il fait 32% au premier tour de l'élection présidentielle, il y a une immense participation, il est élu au second tour face à Ségolène Royal, alors que ça devait être le tour de la gauche, après 12 années de présidence Chirac. Donc il y a une immense espérance, et les gens attendent une vraie politique de droite. Moins d'immigration, plus de sécurité, ce qu'il avait fait à Beauvau. Et là, incontestablement, il y a une déception. Alors, il a des circonstances atténuantes, il y a eu la crise, mais 2012, il perd. Et si on a perdu, il faut se demander pourquoi. Ça veut dire que ce qui a été fait ne répondait pas aux attentes des Français. Il dit toujours, c'est en 2007 que le Front National n'a jamais été aussi bas. C'est vrai, mais il oublie de dire qu'en 2012, il remonte. Il reprend 10 points, ça veut dire qu'il y a une déception. Et moi, je fais partie de ceux, je lui ai toujours dit, qui considèrent que s'il a perdu, c'est pas parce qu'il a été trop à droite, c'est parce qu'il n'a pas été assez à droite. C'est parce qu'il n'a pas mis en application le discours de Grenoble, qui était remarquable, qu'il n'a sans doute pas suffisamment suivi Patrick Buisson. C'est une thèse qui, voilà. Alors, il y en a qui disent qu'au contraire, il a trop suivi. Voilà, il y en a qui disent. Moi, je considère le contraire. Aujourd'hui, je le dis, et quelque part, si à l'époque, le Front National est remonté, eh bien, c'est parce qu'il a déçu l'électorat de droite. Et aujourd'hui, vous savez, je vois dans la rue des gens qui me disent bravo pour ce que vous avez fait, vous êtes courageux. Aujourd'hui, je vote RN, mais j'étais RPR, j'étais UMP, j'ai été déçu par Nicolas Sarkozy. Alors, je ne vais pas dire ce qu'il n'a pas passé, parce que j'ai eu une lettre de cette entreprise, vous savez, les G qui nettoient, bon, je crois que ça s'appelle le Karcher, qui a été passé ou pas. L'entreprise susnommée m'a écrit en disant attention, ne pas citer la marque. J'en ai beaucoup rigolé, parce que j'en suis un utilisateur, donc je leur ai écrit en disant que je ne voulais pas porter atteinte à cette marque dont je dis l'efficacité. C'est fou, Mais j'ai beaucoup ri en lisant cette lettre. Mais néanmoins, voilà, il y a eu une déception. Et puis ensuite, j'ai été le témoin, la guerre Fillon-Copé, la montée des uns et des autres, où systématiquement, chaque fois, dès qu'il y avait une tête qui sortait du panier, il s'évertuait à ce qu'elle redescende. Peut-être parce qu'il voulait revenir. Et ensuite, ce qui m'a le plus choqué, c'est la permanence de sa volonté à ce qu'on s'allie avec Macron. Voilà. Et ça, c'est une différence de fond fondamentale. C'est pour ça que je dis, il a empêché la droite de se renouveler, il a perdu. Et quand il a perdu, il a fait un discours magnifique le soir de la défaite, en disant qu'il se retirait. Je pense qu'il aurait dû respecter cette parole, laisser la droite se reconstruire sur des bases plus claires, la droite qui soit de droite. Et là, moi, je suis fatigué de ces alliances avec Macron. Il m'a beaucoup attaqué par rapport à mon alliance avec le Rassemblement national, dans des termes très, très violents aussi. Il vous a traité de supplétif. Absolument. Mais je pourrais lui renvoyer le compliment par rapport à Emmanuel Macron. Pourquoi fait-il ça? Voilà. Ça nous empêche. Ça a permis quand même d'avoir un Premier ministre. Exactement, oui. Heureusement. On verra pourquoi faire. Oui, mais quand même, on a évité le pire quand même pour Valérie Benaïm. Oui, enfin, moi, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est ce qui permet à 47 députés d'être représentés et qu'ils étaient les perdants et ils deviennent les gagnants. Vous savez, la vie politique, elle est cohérente. On ne peut pas être les gagnants alors qu'on a été les perdants d'une élection. C'est-à-dire que vous ne donnez aucun crédit au gouvernement qui arrive? Il n'y a qu'une vérité, c'est celle des urnes.
Et il y a 11 millions de Français qui ont voté dans un sens, qui aujourd'hui sont considérés comme des parias de la République. Et cette vague, elle continue à monter, elle va monter encore, j'en suis persuadé. Non mais c'est vrai que, bon, en tout cas, politiquement, il a fait un coup énorme. Les LR, ils étaient à la ramasse totale. 47 députés, ils se retrouvent à dire on veut un tiers du gouvernement. C'est quand même un coup énorme. C'est le braco du siècle, pour reprendre une position de Valérie il y a quelques jours. Mais j'ai une question à vous poser sur Laurent. Comment tout ça se termine. J'ai une question à vous poser sur Laurent Wauquiez. Parce que vous avez pris les clés du camion LR à un moment donné, avec un deal avec Laurent Wauquiez pour le préparer à la prochaine élection présidentielle. Ça a été votre accord politique et humain, très certainement. Aujourd'hui, les semaines que vous venez de vivre, est-ce que vous vous dites, le concernant, je me suis trompé politiquement et humainement, car il est celui qui, à la tête du groupe LR aujourd'hui, est en train de dealer, pour le coup, avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire une stratégie à l'inverse. J'ai eu l'occasion de lui dire, mais ça fait longtemps que je pense qu'il a sans doute raté des occasions. Laurent Wauquiez est quelqu'un de très talentueux, qui a un parcours brillant, qui a été un élu local, notamment à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes, très, très, très brillant. Il a du talent. Après, je pense qu'il a manqué beaucoup de rendez-vous, parce que la vie politique, c'est aussi prendre des risques, c'est aussi avoir du courage. J'ai eu l'occasion de lui dire... Pour le coup, aujourd'hui, il prend son risque. Il n'a pas été candidat à la primaire. Et il n'a pas... Bon, nous verrons bien. Moi, je lui souhaite le meilleur, mais je lui ai fait part de mon scepticisme sur sa stratégie. Ouais, pourquoi vous gueulez d'Artigol? C'est le sud-ouest, on est un peu plus haut que la moyenne. Lui, partout où il arrive, deux baguettes. C'est un fou ce mec. Calmos, il a le feu sacré. On a Evan en ligne. Bonjour, merci d'être avec nous, Evan. Bonjour Cyril, bonjour. Bonjour Evan, merci d'être avec nous sur Europe 1, Evan. On est ensemble jusqu'à 18h. Je vous rappelle qu'en fin de soirée, c'était Stragoffer qui sera avec vous jusqu'au bout de la nuit. Evan, vous faites quoi dans la vie? Entrepreneur. De quoi? Je monte un projet, mais je préfère pas trop en dire. Hein. D'accord, c'est un petit peu comme Valérie Bénet, il me demande beaucoup de choses, mais on n'en voit pas beaucoup de résultats. Evan, vous habitez où? Angers. Angers, je connais très bien. Belle ville. J'adore. Vous savez que elle a été classée, je crois, une des villes où il fait le plus bon vivre en France. Tout à fait. Je me trompe pas, Evan. Premier, tout le temps, tous les ans. Premier tout le temps. Je viendrai vous voir si je suis dans le quartier. Ça marche. Je vais peut-être acheter des fougasses ce week-end. Je passerai par Angers. Des fouets. Evan, vous voulez poser une question à Éric Ciotti, qui est notre invité sur Europe 1 en direct. Oui, monsieur Ciotti. Donc, monsieur Thierry Breton vient de poser sa démission en tant que commissaire européen. Donc, quel regard portez-vous sur ce fait-là? Et plus largement, quel regard aussi portez-vous sur la politique de madame Ursula von der Leyen à la Commission européenne? Moi, je suis assez stupéfait de ce qui s'est passé. Que madame von der Leyen est limogée d'elle-même, parce que c'est ça la réalité. Un commissaire européen français, quelque part avec la complicité de M. Macron, qui a sans doute vu l'opportunité de placer un copain, M. Séjourné. Thierry Breton n'a pas démérité, je crois qu'il a bien servi la Commission européenne, les intérêts de l'Europe, notamment par rapport aux GAFAM. Il a été remercié comme un malpropre. C'est soit le signe d'une duplicité du président de la République, soit le signe d'une insigne faiblesse de notre pays. C'est sans doute un peu des deux. La France est affaiblie en Europe, notre voix compte point, et Madame von der Leyen fait ce qu'elle veut. Bon, j'ai une piètre opinion de Madame von der Leyen. On avait d'ailleurs dit avec François-Xavier Bellamy, et il a fait, que nos députés qui ont été élus avec LR aux élections européennes ne voteraient pas pour l'investiture de Madame von der Leyen. Ils l'ont fait, je les en remercie. Maintenant, je me pose aussi une question. Qu'a fait Monsieur Barnier dans cette affaire? Est-ce que Monsieur Macron l'a informé? À tout le moins, ça devait être une nomination partagée. Est-ce qu'il a approuvé? S'il a approuvé, c'est une faute. Et s'il n'a pas approuvé, c'est une humiliation. Merci Éric Ciotti. Merci Evan d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Très bonne question, je vous embrasse et on vous attend sur Europe 1. Fabien Lecœur, vous avez une question pour Éric Ciotti? Éric Ciotti, dans 11 jours, c'est votre anniversaire. Oui. Vous aviez
Vous aviez donc un cadeau, là, 9 ans. Non, pas encore. Jamais en avance. J'espère qu'il y a un petit cadeau quand même. Non, vous aviez 9 ans au moment de l'arrivée de Casimir. Vous aviez 9 ans à ce moment-là dans l'île aux enfants. Vous aviez 15 ans au moment de la sortie de La Boum. Je crois que c'est le film de votre génération, évidemment. Mais alors, quelle est votre chanson? Est-ce que vous avez une chanson préférée dans tout ce répertoire? Un film? Pourquoi quel est le premier disque que vous avez acheté, le 45 tours? C'était le vinyle encore à l'époque. Ouais, alors je me rappelle du tourne-disque, il était orange dans ma chambre, et je pense, souvenir, je sais pas si je l'ai acheté ou si on me l'a offert pour mon anniversaire, mais c'était un disque de Claude François, c'était le lundi au soleil. Non, d'accord. 1972. Lui, lundi prochain sera le lundi au chômage. Merci Fabien Lecœur. C'est intéressant. Le lundi au chômage, c'est une chose qu'on aura toujours. Merci. Éric Ciotti, dernière petite question, il nous reste 50 secondes. Est-ce que vous êtes heureux avec Jordan Bardella et Marine Le Pen? Oui. Nous avons une relation de sincérité. Tous les deux, c'est des personnalités qui gagnent à être connues et très loin de la caricature et des portraits au vitriol qui en sont faits par la presse mainstream. C'est qui la personnalité politique qui vous a le plus déçu? Il y en a beaucoup, donc je ne ferai pas de hiérarchie. Il y en a beaucoup. Je préfère dire ceux que j'admire, ceux qui ont servi la France. Qu'est-ce que vous admirez le plus en ce moment? Il nous reste 20 secondes. Ma référence dans l'histoire, mais c'est peut-être une banalité, mais ça reste le général de Gaulle. Oui, comme beaucoup de monde. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous revenez quand vous voulez. Et puis merci à tous pour toutes vos questions à Éric Ciotti. Merci à tous d'avoir été avec nous de 16h à 18h sur Europe 1.